de Latte. L'histoire que je vais vous raconter maintenant ne ressemble à aucune autre. C'est un meurtre impensable, inimaginable. C'est une affaire qui va vous laisser tout raplapla. Il s'agit de l'enquête sur l'assassinat en février 2014 à Maincy, en Seine-et-Marne, d'une adolescente de 17 ans qui s'appelait Marie Varnereau. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Mathieu Fred. Europe 1, Christophe Ondelatte. Allô ? On a tué Marie. On a tué ta fille. Parce qu'elle nous a... Avant de vous faire entendre jusqu'au bout cet appel téléphonique, ce coup de fil terrible qui semble signer un crime odieux, laissez-moi d'abord vous présenter les protagonistes de cette histoire. La dame qui dira qu'elle a reçu cet appel s'appelle Anita Varnereau. Elle a la cinquantaine et elle habite à Maincy, en Seine-et-Marne. Petite ville célèbre pour son château, le château de Vaux-le-Vicomte. On est en février 2014. Et à ce moment de sa vie, Anita est femme de ménage. Elle a un seul enfant, une fille, Marie. Une gamine qu'elle a élevée toute seule. Marie est grande, elle a 17 ans, bientôt 18. Et alors Anita, qui a rencontré récemment un amoureux, a décidé de s'installer chez lui et de laisser son appartement à sa fille. Autant vous dire que Marie n'a rien contre. Un appart, pour elle toute seule à 17 ans, ça se refuse pas. Elle peut recevoir ses copains et copines quand elle veut. Elle peut faire la fête si elle veut. Vive la liberté. Mais attention, sa mère ne l'a pas abandonnée, je vous rassure. C'est toujours elle qui passe l'aspirateur et qui remplit le frigo. Voilà, vous avez les cartes en main. Marie est en marche pour le monde des adultes. Malheureusement, elle n'y arrivera pas. Nous sommes le 17 février 2014, il est aux alentours de 14h. Anita est chez sa mère, en train de boire un café. Et soudain, son téléphone sonne. Allô ? En quelques secondes, elle devient blême. Viens, maman, viens vite, on va à l'appartement. Ils ont fait du mal à Marie. Et là, les deux femmes descendent dans la rue et elles se mettent à courir en direction de l'appartement. Anita, évidemment, court plus vite que sa mère, qui a passé les 70 ans. Quand elles arrivent devant l'immeuble, la porte d'entrée est grande ouverte. Anita se rue à l'étage, où se trouve l'appartement. Et sa mère l'entend qui hurle. Non! Non! Anita vient de découvrir Marie, sa fille, en petite culotte sur son lit, inerte, avec une tête d'oreiller sur la tête. Elle se jette sur elle, elle la secoue. « Réveille-toi, Marie, réveille-toi !» Mais elle est morte. Ils l'ont tuée. Ils l'ont tuée. La grand-mère court appeler les secours depuis le bar tabac qui est juste à côté. Les pompiers arrivent les premiers et les policiers de Melun juste après. Et dès qu'ils se penchent sur le corps de la pauvre Marie, ils n'ont aucun doute. C'est un meurtre. Et regarde, j'ai l'impression qu'on a utilisé la tête d'oreiller qui est sur la tête pour l'étrangler. Elle est où, la mère ? Elle est dans le salon, sur le canapé. Ok, viens. On va la voir. Bonjour, madame. Vous êtes sa maman, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous avez la moindre idée sur ce qui s'est passé ? Oui. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils l'avaient tué. Et ils l'ont tué. Qui vous a appelé, madame ? Vous le savez ? C'était une voix d'homme. Je sais pas exactement qui c'était. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, précisément ? Il est temps que vous entendiez jusqu'au bout l'appel qu'elle dit avoir reçu.
C'est une reconstitution. On n'a pas d'enregistrement. On a tué Marie. On a tué ta fille parce qu'elle nous a contaminés. Contaminés? Mais contaminés comment? Et par quoi? Marie était malade. Elle avait le sida et aussi une hépatite B. Je pense que c'est de ça qu'il parlait. D'emblée, on a donc le mobile du crime. Le meurtrier s'est vengé parce qu'elle l'avait contaminé. Le sida, l'hépatite B ou peut-être les deux. Vous noterez ce drôle de mode opératoire. L'assassin appelle la mère Marie pour lui dire qu'il a tué sa fille. C'est pas courant, je vous jure. Et il dit à la mère pourquoi il l'a tuée. C'est pas courant non plus. Bien, écoutez madame, vous allez nous donner votre téléphone, hein, et puis on va essayer de remonter cet appel que vous avez reçu. Quand les policiers se lancent dans l'exploration du téléphone portable de la mère, Anita, ils ont une drôle de surprise. Un truc auquel vous ne vous attendez pas du tout. Il n'y a plus rien en mémoire. Il n'y a plus d'historique des appels. Il n'y a plus un seul SMS. Une explication, madame? J'ai sûrement fait une mauvaise manipulation quand je vous ai donné le téléphone. De toute façon, moi j'efface toujours tout sur mon téléphone. On va pas se faire espionner par le téléphone non plus. Et là, je pense qu'en vous donnant le téléphone, machinalement, j'ai tout effacé. Je vous rappelle qu'on est en 2014. Les portables ne sont pas aussi performants que ceux d'aujourd'hui. Il va donc falloir envoyer l'appareil chez un expert pour retrouver tout ça. En revanche, il suffit de demander à l'opérateur et le numéro qui l'a appelé, on va l'avoir. Ça va juste prendre un peu de temps. C'est quand même bizarre qu'elle ait effacé son téléphone. Vous trouvez pas? Entre-temps, la police a investi l'appartement familial. Un appartement parfaitement en ordre. A priori, avant le meurtre, il n'y a pas eu de dispute. Hé! Viens voir! Il y a le sac à main de la gamine, là, sur la table basse du salon. À l'intérieur, il n'y a pas son téléphone portable. Il n'y a pas non plus son trousseau de clés. Oh! Viens voir dans la cuisine! Regarde ces traces. Hein. Des traces de poudre blanche sur le côté de l'évier. Et aussi une cuillère qui est posée juste à côté. On dirait bien que quelqu'un a écrasé des comprimés de médicaments avec la cuillère, je sais pas ce que t'en penses. On va faire un prélèvement, hein. Ouais, un prélèvement. Et on envoie ça au labo, ok? À part ça, les experts prélèvent de ci de là des empreintes digitales, des empreintes palmaires et des traces ADN. Et puis c'est tout. Dans l'attente des résultats des analyses et des expertises, il n'y a plus rien à tirer de ce petit appartement. Alors qui était Marie? Qui était cette adolescente de 17 ans qu'on est venu étrangler dans son lit? Les policiers du SRPJ de Versailles, qui viennent d'hériter de l'enquête, se lancent dans la tournée des popotes. Ils interrogent un par un les gens de la famille et ses amis. Les copains de classe oubliés, Marie n'allait pas au lycée. Elle préparait son bac par correspondance, depuis chez elle. C'est la mère, Anita, qui livre l'information la plus intéressante. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis quelque temps, Marie, elle avait un petit copain. D'accord? Vous connaissez son nom? Son nom, je le connais pas, mais je connais son prénom. C'est Junior. Et vous l'avez déjà vu, ce Junior? Non, j'ai juste vu une photo de lui sur le téléphone portable de Marie. Sauf que son téléphone, on ne l'a pas. Le
L'autopsie du corps de Marie a lieu le lendemain de la découverte de son corps. Comme vous le voyez, nous avons ici des petites taches autour des lèvres et ici sur les gencives. Ça s'appelle des pétéchis. Et c'est généralement le signe d'une mort par étouffement. Et par ailleurs, ici, au niveau du cou, nous avons des traces très claires de strangulation, comme vous pouvez le constater. Autrement dit, cette jeune fille a été étranglée. Et est-ce que vous avez trouvé des traces de coups, docteur? Non. Non, rien qui suggère qu'elle s'est défendue ou débattue. Et on comprend vite pourquoi la pauvre Marie ne s'est pas débattue. Dans son sang, on trouve de très fortes doses de zolpidem. C'est un somnifère assez répandu. En principe, avec un seul cacheton, vous dormez comme un bébé toute une nuit. Elle en a avalé 10. Elle était complètement dans le coltard quand on l'a étranglée. Et c'est 10 cachets de zolpidem. Il n'est pas sûr qu'elle les ait avalés de son plein gré. Souvenez-vous de la poudre sur l'évier de la cuisine et de la cuillère pleine de poudre à côté. On l'a droguée et a ensuite étranglée. Mais il y a autre chose de très intéressant aussi dans les résultats des analyses que le labo a effectuées. Les analyses de sang se sont révélées négatives quant au fait qu'elle était contaminée par le VIH. Cette jeune fille n'avait pas le sida. En revanche, elle avait bien une hépatite B. Ça alors? Et pourquoi diable la mère a-t-elle dit qu'elle avait le sida? Rapidement, la mère ouvre une autre piste. Il y avait quelqu'un qui la faisait chanter à Marie. Quelqu'un qui avait des photos ou des vidéos d'elle dans laquelle elle est nue, si vous voulez. Il réclamait de l'argent pour pas mettre les vidéos en ligne sur les réseaux sociaux. Ça a duré depuis combien de temps, ça? Oh, je dirais 5 mois environ. Et à votre connaissance, elle a payé? Oui, enfin, c'est moi qui lui donnais l'argent, bien sûr. Combien? 200 € tous les mois. Pour moi qui suis femme de ménage, c'est une somme. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de payer mon loyer. Mais je voulais pas que les photos, elles sortent. Pour la protéger, ma fille, vous comprenez? Et là, les policiers se font remonter la téléphonie de Marie. Ils l'étudient en long, en large et en travers. Mais ils n'arrivent pas à identifier qui, parmi ses correspondants, pouvait la faire chanter. Idem sur son ordinateur. Aucun message ne suggère que quelqu'un la faisait chanter. Et pas non plus de traces d'échange de photos ou de vidéos. Et pas de traces non plus d'un petit copain. Et sur ses comptes bancaires, pas de virement suspect. Mais Anita dit qu'elle payait son maître chanteur en liquide. Disons qu'à la fin des investigations, les policiers sont, comment dire, circonspects. Enfin, la mère leur a dit qu'elle avait le sida. Elle l'avait pas. La mère leur a dit que sa fille fréquentait un certain Junior. Pas de traces de Junior. La mère leur a dit que quelqu'un faisait chanter sa fille. Pas de traces non plus. Madame Varnero, vous nous avez dit que votre fille avait un petit copain qui s'appelait Junior. Vous êtes sûr de cette relation? Ah ben oui, j'en suis sûr. Ce week-end, Marie, elle voulait pas que je passe à la maison parce qu'elle voulait passer tout le week-end avec lui. Elle était avec ce garçon, ça, c'est clair. C'est lui qui l'a vue vivante l'an dernier, d'ailleurs. C'est Junior. Eh bien, sachez qu'il existe, ce Junior. Les policiers ont passé son prénom qui n'est pas banal au fichier, et ça a fait ding. Le gars habite en Seine-Saint-Denis, et il a un petit passé judiciaire, au point que son ADN est répertorié au fichier national des empreintes génétiques. Il est donc convoqué dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Vous nous confirmez que vous connaissez Marie Varnero, monsieur? Ouais, sans problème. On s'est rencontrés sur Internet, et on s'est vus plusieurs fois. Vous avez eu des relations sexuelles avec elle? Oui, je dirais 2 fois, 3 fois peut-être, oui, 3 fois. Mais pas plus. Est-ce que vous diriez que vous étiez son petit ami? Oh non, non. Il n'y a jamais eu de relation suivie entre nous.
On s'est vu peut-être, je sais pas, donc 3 fois. Et ça en est resté là. Elle, je crois qu'elle aurait voulu qu'on se revoie. Mais moi, j'avais pas trop envie. Mais pour vous dire, une fois, elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Je crois que c'était pour... Pas vrai, hein. Je pense qu'elle a inventé. Pour qu'on continue à se voir, quoi. Pour qu'on se revoie. Et là, les policiers lui montrent un paquet de capotes qu'ils ont trouvé dans l'appartement de Marie. Est-ce qu'il le reconnaît? Réponse, oui et non. Rien ne ressemble plus à un paquet de capotes qu'un paquet de capotes. Bon, on a aussi retrouvé ce caleçon, enfin plutôt ce boxer chez elle. Est-ce que vous le reconnaissez? Bah oui, il est à moi. C'est bizarre ça. Je me souviens pas avoir oublié un caleçon chez elle. Et son téléphone. Alors, que révèle le téléphone de ce junior? Eh bien que le matin du crime, à l'heure du crime, c'est-à-dire entre 9h et midi, il n'était pas à Massy. Son portable borne dans les Yvelines, à des dizaines de kilomètres. Il ne peut pas être l'auteur du crime. D'autant qu'en plus, on n'a pas retrouvé son ADN dans l'appartement. Au revoir, jeune junior. Les policiers se retrouvent bien désemparés. Et faute de mieux, ils se concentrent sur la mère et sur les incohérences de ce qu'elle raconte. Madame Varnero, on a retrouvé votre ADN sous les ongles de votre fille. Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous arrivez de vous battre toutes les deux? Vous empoignez? Oh, jamais. On s'entendait très bien, Marie et moi. J'étais pas très contente qu'elle aille plus au lycée, mais elle était sérieuse dans ses cours par correspondance. Je trouvais aussi qu'elle faisait trop la fête, qu'elle se couchait trop tard, et qu'elle se levait trop tard, mais bon, on s'est jamais bagarré, quoi. Ok, on vous croit. C'est à ce moment-là que les policiers reçoivent enfin les relevés du portable d'Anita. On va savoir enfin qui l'a appelé après le meurtre pour lui dire « On a tué ta fille ». On a un appel entrant à 14h18 qui peut coller. Il a été émis depuis une cabine téléphonique située dans le quartier de l'Almont, à Melun. Et il a été passé grâce à une carte prépayée achetée juste avant 13h. Achetée dans un bureau de tabac situé à Melun, pas très loin de Massy. Les policiers y vont. La carte a été payée en liquide. Et le buraliste ne se souvient pas du tout à qui il l'a vendue. Et vous avez des caméras vidéo, monsieur? Ah oui. Regardez là-bas, il y en a une là et une autre là. Vous la voyez? Vous pouvez nous remettre les enregistrements? Ah oui, bien sûr. Le temps de les visionner, et vous allez tomber de votre chaise. Première bonne nouvelle, les images sont d'excellente qualité. Vas-y, remonte là. Juste avant 13h. Sur les vidéos, on voit des clients défiler au comptoir du tabac. Arrête là, reviens en arrière. Et là, sur les images, on voit une femme arriver au comptoir et acheter 2 paquets de cigarettes plus une carte téléphonique prépayée. Et elle règle le tout en liquide. Arrête l'image là, zoom. Putain, vous voyez ce que je vois, les gars? C'est la mère, c'est Anita Varnero. C'est elle qui achète la carte qui permet de passer un coup de fil sur son propre portable, annonçant le meurtre de sa fille. Elle s'est appelée elle-même, autrement dit. Décidément, cette maman est chelou de chez chelou. Ça n'est quand même pas elle qui a tué sa propre fille. Alors, d'après le bornage de son portable, à 14h18, donc quand elle reçoit l'appel sur son portable qui lui annonce le crime, elle est pas chez sa mère. Elle est juste à côté de la cabine où l'appel est passé. J'en reviens pas. C'est elle qui s'est appelée elle-même. Et alors juste après, on voit qu'elle prend la route de Massy. Là, elle va vraiment chez sa mère. Ou sans doute, elle fait sonner son téléphone de manière fictive. J'arrive pas à croire que cette femme a tué sa fille, quoi.
Anita Varnero est interpellée le lendemain matin à l'aube chez son compagnon chez qui elle vit. Elle est immédiatement placée en garde à vue. Bien dans l'immédiat, madame, nous allons procéder à la perquisition du logement de votre compagnon. Et dans la salle de bain, les policiers mettent la main sur une plaquette de zolpidem, le somnifère dont on a trouvé de fortes doses dans le sang de Marie. Anita Varnero est conduite dans les locaux de la PJ de Versailles. Vous pensez que c'est moi, hein? J'ai bien compris. Mais j'aurais jamais fait ça. On va voir ça, madame. D'abord, je voudrais reprendre votre emploi du temps le jour du crime. Le dimanche, non. Le matin, vous êtes où? Le matin, je suis chez mon ami. Chez mon compagnon. D'accord. Et après? Après, je suis allé faire des heures de ménage chez un client. Après, je suis passé à l'appartement, mais j'ai pas vu ma fille, elle dormait. Et après, à 14h, je suis allé chez ma mère pour s'occuper de son linge. Et c'est là que j'ai reçu l'appel. Vous êtes sûr de ça, madame? Oui. Je vais vous montrer des images qui ont été prises dans un bureau de tabac de Melun en fin de matinée. Vous reconnaissez, là? Hein? C'est bien vous, là? Oui. C'est vrai, je suis allé dans ce tabac pour acheter des cigarettes. J'ai oublié de vous en parler, mais ça me paraissait pas important. Regardez bien, madame. Vous n'avez pas acheté que des cigarettes, hein. Vous achetez une carte téléphonique prépayée. Pourquoi faire? La carte, je l'ai achetée pour Marie. J'ai dû la perdre juste après et quelqu'un a dû la ramasser. Et la personne qui aurait trouvé par hasard la carte qu'elle a perdue serait, par hasard, l'auteur du meurtre. Ça ne tient pas, madame. Ça ne tient pas. Les policiers lui parlent ensuite du somnifère qu'on a retrouvé chez elle. Elle reconnaît qu'elle n'avait pas d'ordonnance pour en acheter. Mais elle connaît la pharmacienne qui lui en a donné quand même. Elle dit que depuis sa ménopause, elle est victime d'insomnie. Vous avez remarqué que on est le 20 février aujourd'hui, madame? Oui, bien sûr, oui. Le 20 février, c'est la date d'anniversaire de votre fille. Elle aurait 18 ans aujourd'hui. Je me dis que peut-être pour elle, vous pourriez nous dire vraiment ce qui s'est passé. Parce que vous mentez, madame. Vous nous mentez. Je suis un monstre. Ouvrez la fenêtre. J'ai envie de sauter. On est d'accord que cette dernière phrase sonne comme un aveu. Mais non. Tout le reste de sa garde à vue, Anita Varnero redit qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Marie. Ce qui n'empêche pas le juge d'instruction de la mettre en examen pour assassinat et de l'envoyer en prison. On verra bien si d'ici son procès, elle va avouer. Mais le dossier d'enquête est solide et les preuves sont nombreuses. On ne voit pas comment elle pourrait échapper à une condamnation. Et donc il nous reste à tenter de comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que cette femme a étranglé sa propre fille, sa fille unique? Et là, comme d'habitude, faute d'aveu, on en est réduit aux hypothèses. La première est sordide, mais on ne peut pas l'écarter. Anita ne supportait plus Marie. Elle ne l'aimait plus. Et puis elle lui coûtait trop cher. Le loyer de l'appartement, l'argent de poche. Alors elle l'a tue pour en être débarrassée et débuter une nouvelle vie avec son nouveau compagnon. Deuxième hypothèse. Marie allait révéler un secret. Un secret qu'Anita a cherché à cacher toute sa vie. Elle a le sida. Anita, la mère. Depuis très longtemps, avant la naissance de Marie. Sa fille venait peut-être de le découvrir, et elle l'a tué pour la faire taire, pour que son nouveau compagnon ne soit pas au courant. Troisième hypothèse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Marie a été élevée par sa mère seule,
Son géniteur était un coup d'un soir, comme on dit. Elle savait qui c'était. Elle avait même vu 2 ou 3 fois, petite. Et là, eh bien, elle allait avoir 18 ans. Et elle allait pouvoir renouer avec lui. Enfin. Et Anita ne voulait pas de ça. Et c'est pour ça qu'elle l'a tué. Les policiers l'ont retrouvé, ce géniteur. Après la naissance de la petite, moi, j'aurais voulu m'en occuper. J'aurais voulu jouer mon rôle de papa, mais Anita, elle n'a pas voulu. Et aujourd'hui, je m'en veux énormément de ce qu'elle a fait. Et pour tout vous dire, j'ai décidé de me porter partie civile. Le procès d'Anita Varnero s'ouvre le 4 janvier 2017 devant la cour d'assises de Melun. Elle est toujours sur la même ligne. Elle est innocente. Et ce faisant, elle oblige ses avocats à défendre son innocence. Ce qu'ils font. Certes, on voit sur les images que ma cliente achète une carte prépayée. Mais enfin, rien ne démontre précisément que cette carte a servi à passer l'appel anonyme qu'elle a reçu. Rien. Les avocats font même venir des experts pour en faire la démonstration. Et donc, ils plaident l'acquittement. Mais en vain. Après 4 jours de procès, Anita Varnero est reconnue coupable de l'assassinat de sa fille et condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Elle risquait perpète. Elle fait appel de ce verdict. Elle est donc rejugée devant la cour d'assises de Paris en septembre 2019. Même dénégation. Elle n'a pas bougé d'un iota. Et donc, même verdict. 20 ans de réclusion criminelle. Elle a tué sa fille. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pourquoi? Ça reste encore aujourd'hui un mystère. Je vous ai raconté l'enquête sur l'assassinat en 2014 à Massy, en Seine-et-Marne, d'une adolescente de 17 ans qui s'appelait Marie Varnero, étranglée par sa propre mère, pour des raisons qu'on ne connaît pas puisqu'elle n'a jamais avoué. Assassinat pour lequel Annie Varnero a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Et je suis avec Maître Avi Bitton, grand de voix du barreau de Paris. Vous étiez dans ce dossier, maître, l'avocat du père biologique de Marie. Je choisis de pas donner son nom, ça m'a pas paru utile. 10 ans plus tard, vous me suivez là-dessus, maître? Effectivement, c'est mieux. Alors on pourrait quand même commencer par cette relation. On a compris donc que Marie était née d'une seule relation sexuelle entre sa mère et votre client, le papa biologique. Vous pouvez m'expliquer quelle était la relation depuis la naissance entre les deux? Ils se connaissaient? Alors, effectivement, Anita Varnero, la mère de Marie, a eu une relation passagère avec un collègue professionnel. De cette relation passagère est née Marie, l'enfant, et c'est là où il y a 2 thèses qui s'affrontent. Marie Varnero, la mère, dit « Moi, je ne me suis jamais opposée à ce que le père voie sa fille, bien au contraire, mais il l'a abandonnée. » Ça, c'est la thèse de Marie Varnero, la mère. Le père, Anita, vous voulez dire? Pardon, oui, Anita Varnero, la mère. Le père, lui, dit, mais pas du tout. Moi, je voulais voir ma fille, mais elle a tout fait pour m'en empêcher. J'ai pu la voir 2 ou 3 fois pendant son enfance, après moult tentatives, mais Anita Varnero cherchait par m'en empêcher à tous les moyens. C'est l'une des hypothèses du crime que Anita tue sa fille pour qu'elle ne se rapproche pas de son père à sa majorité qui intervient quelques jours après son assassinat. C'est le bon mobile selon vous? C'est une des hypothèses les plus probables. Il y a eu plusieurs hypothèses parce que malheureusement, comme Anita Varnero n'a jamais avoué son crime, a fortiori, elle ne pouvait pas donner le mobile de ce crime. Donc il y a eu plusieurs hypothèses. Et on va y revenir, mais celle-là, elle vous paraît tenir? C'est l'hypothèse la plus probable, car l'assassinat a eu lieu
quelques jours avant les 18 ans de Marie. Et si Marie fêtait ses 18 ans et qu'elle devenait adulte, elle pouvait à ce moment-là entreprendre des démarches pour retrouver son père, comme elle essayait de le faire depuis plusieurs années, mais elle se heurtait à des obstacles administratifs parce qu'elle était mineure et qu'elle avait besoin de la signature de sa mère. Enfin, on a quand même du mal à comprendre qu'on étrangle sa fille pour pas qu'elle retrouve son père. Alors, pour le comprendre, et là encore, on est dans des hypothèses, et il faut se plonger dans l'histoire familiale d'Anita Varnero, la mère. Elle a été abandonnée à la naissance par ceux qu'elle appelait ses géniteurs. Ce sont ses propres termes. Elle ne les appelait pas des parents, ni des parents biologiques. Elle disait, ce sont des géniteurs. Et elle les avait rejetés parce qu'ils l'avaient eux-mêmes abandonnée. Et donc, les psychiatres qui ont analysé Anita Varnero ont beaucoup insisté sur ce qu'ils ont appelé son rapport abandonnique. Et on pense qu'en réalité, elle ne voulait pas que sa fille retrouve son père parce qu'elle considérait que ce père n'était pas un père, que c'était un simple géniteur et que c'est ce qui l'aurait conduit à la tuer juste avant ses 18 ans pour l'empêcher de retrouver son père. C'est la thèse, selon vous, qui est la plus convaincante? C'est la thèse la plus probable au vu du dossier, car sinon, on ne voit pas quel serait le mobile. Les autres mobiles qui ont été évoqués ne sont pas cohérents, ne sont pas confirmés par des éléments du dossier. Ce sont des hypothèses un petit peu fumeuses. On a commencé à évoquer les possibles mobiles. Il y en a un qui est terrible, d'un cynisme immense. C'est, au fond, j'ai un nouveau chéri, j'ai une nouvelle vie qui commence, je me débarrasse de celle qui peut me coûter cher, prendre de mon temps, m'inquiéter. Allez hop, une nouvelle vie commence pour Anita. C'est une hypothèse qui ne tient pas au vu du dossier. Il faut être honnête. Anita, dans l'ensemble, même si ça peut paraître choquant au vu de l'affaire, était une bonne mère. Elle s'occupait de sa fille, elle allait la visiter tous les jours, elle lui faisait à manger, elle entretenait l'appartement dont elle payait le loyer, et Marie n'était pas un obstacle dans sa nouvelle vie avec son nouveau compagnon. Donc cette hypothèse n'est pas corroborée par le dossier. Alors il y a une autre hypothèse encore. Marie était sur le point de révéler le grand secret d'Anita, c'est qu'elle a le sida. Et elle le cache à tout le monde, y compris à sa fille, depuis sa naissance. Est-ce que c'est une hypothèse qui tient la route? Il est vrai qu'il est apparu au dossier qu'Anita était atteinte de cette maladie grave, que son compagnon à l'époque n'était pas au courant de cette maladie, mais hormis cela, là encore, il n'y a pas d'éléments au dossier qui démontre qu'il y aurait eu une dispute avec Marie à ce sujet, que Marie l'aurait menacé de révéler cette maladie grave à son compagnon. Il n'y a pas d'éléments qui viennent corroborer cette thèse. Donc au fond, ce qui tient le mieux sur ses pattes, c'est en gros l'idée que Anita tue sa fille pour ne pas qu'elle se rapproche de son père à sa majorité, dans une dimension presque psychanalytique, c'est-à-dire je n'ai pas eu droit, moi, à des parents, elle n'a pas droit à son père non plus, quoi. La chronologie, notamment de l'assassinat, qui intervient, comme vous l'avez rappelé, quelques jours avant que Marie fête ses 18 ans, cette chronologie et le fait, effectivement, que le père, dans l'enfance, n'ait pas pu voir sa fille normalement et qu'il raconte, qu'il témoigne qu'à chaque fois qu'il a essayé, il s'est heurté à des obstacles de la part de la mère, c'est des éléments qui vont dans le sens de cette hypothèse. Pourquoi est-ce qu'elle n'avoue pas, selon vous? Parce que c'est un crime inavouable. Qui avouerait avoir tué sa fille? Qui, vis-à-vis de sa famille, qui vis-à-vis de ses amis, qui vis-à-vis de la société, qui peut avouer un tel crime? Étranglé, parce que vous dites tuer. Oui, voilà, étranglé. Plus le crime est horrible, plus il est inavouable. Et on le voit dans beaucoup d'affaires. Donc elle n'avoue pas parce que ça n'est pas avouable.
Et effectivement. Elle est convaincante quand elle présente un autre scénario qui est improbable? Alors, ces scénarios ne sont pas convaincants au vu du dossier. Ils auraient pu semer le doute, mais il y a quand même certains éléments de preuve qui ont été décisifs dans cette affaire. C'est notamment la téléphonie. La téléphonie a été décisive. Et c'est pour cela que la téléphonie a été attaquée au procès. Il y a eu des experts privés qui ont été amenés par les avocats de la défense pour tenter de démontrer que l'expertise téléphonique n'était pas conforme. Donc, mais si vous voulez, voilà, il y a cette expertise téléphonique qui vient sceller la culpabilité, qui démontre que c'est Anita Varnereau qui est allée acheter une carte téléphonique, qui à partir d'une cabine téléphonique a appelé son propre téléphone portable pour mettre en scène ce scénario et dire ensuite aux policiers « Regardez mon portable, j'ai reçu un appel du tueur qui m'a dit on l'a tué ». Donc, l'expertise téléphonique dans cette affaire a scellé la culpabilité d'Anita Varnereau. Mais ce qui était très troublant pour répondre à votre question, c'est que au premier jour des deux procès, le premier et le procès en appel, quand on entendait Anita Varnereau, elle était troublante de vérité. On avait vraiment l'impression que c'était un innocent qui clamait son innocence. Et elle était vraiment, elle sonnait vraie. Elle avait l'accent de la vérité. Et en réalité, si on n'avait pas le dossier avec les preuves, on aurait pu la quitter. On aurait pu dire qu'elle était innocente parce que elle avait tout l'air d'être innocente. Qu'a dit le psychiatre à son sujet? Parce que ce que vous nous racontez là, c'est le signe de deux femmes en une, ça. Oh, vous savez, ces expertises sont toujours délicates, surtout d'une personnalité comme celle-là. Ce qui a vraiment intéressé les psychiatres, effectivement, c'est son histoire, l'histoire de son enfance et l'abandon par ses parents qu'elle appelait des géniteurs. Et ça, effectivement, ils ont bien fait de centrer leur expertise psychiatrique sur ce thème parce que c'est peut-être le véritable mobile de cet assassinat. Vous êtes, Maître Bitton, l'une des grandes voix du barreau de Paris. Vous avez fait quelques procès. C'est courant, enfin, ça vous est déjà arrivé qu'une mère étrangle sa fille? Ah non, mais on est dans cette affaire dans un crime hors du commun. On est dans des statistiques ultra minoritaires. D'abord parce que c'est une femme. Vous savez qu'il y a très peu de femmes en prison. Ensuite, parce que c'est une femme mère, que des femmes jeunes qui n'ont pas d'enfants commettent des crimes, c'est rare, mais des femmes qui ont des enfants qui sont mères, c'est encore plus rare. Ensuite, c'est un crime infanticide. Alors là, on est dans des statistiques exceptionnelles. C'est des affaires très, très, très rares, rarissimes. En revanche, là où je dirais qu'il y a une cohérence dans cette affaire, c'est que c'est un assassinat par empoisonnement. Et les criminologues vous le diront, on a tendance à dire que l'empoisonnement est un crime de femme. C'est-à-dire que lorsque les femmes tuent, ce qui est rare, elles tuent souvent en empoisonnant. Voilà, elle tue en étranglant quand même. Hein. Je veux dire, l'empoisonnement lui permet de ne pas voir les yeux de sa fille quand elle l'étrangle, peut-être. L'empoisonnement a été un préalable, effectivement, à l'étranglement. Vous avez raison. Merci, Maître Bitton, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire qui date de 2014. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.